La chaîne rouillée s'enfonçait profondément, laissant des plaies à vif là où la fourrure avait disparu. Les maillons souillés de sang tintaient doucement, tandis que le berger allemand, à bout de force, redressait faiblement la tête au son de roues qui approchaient. Jake Martin sentit son souffle se bloquer lorsqu'il croisa le regard de l'animal. Dans ses yeux ternis par la résignation, il perçut immédiatement quelque chose qui résonnait avec sa propre brisure intérieure. Les côtes du chien saillaient, telle une sinistre armature sous sa fourrure enchevêtrée. Mais une lueur timide continuait de briller dans ses prunelles ambrées. « Qui t'a fait ça ?» murmura Jake, serrant à s'en faire blanchir les jointures, les accoudoirs de son fauteuil roulant. L'ironie ne lui échappait pas. Lui, l'homme qui ne pouvait plus marcher, tentant de sauver un chien à peine capable de tenir debout. La chaîne paraissait invraisemblablement lourde, le cadenas inaccessible depuis sa position assise. Pourtant, alors que le chien poussa un gémissement chargé de 1000 trahisons, Jake fit un vœu silencieux. Cette créature n'allait pas mourir seule, abandonnée dans ses bois. Pas tant qu'il lui resterait un souffle de vie et un peu de force dans les bras. Aucun d'eux ne pouvait se douter que cette rencontre fortuite, sur une piste poussiéreuse du Texas, finirait par sauver non seulement une vie, mais des centaines d'autres, redéfinissant à jamais la notion de sauvetage dans toute une communauté. Laissez un like, partagez votre avis en commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez et poursuivons l'histoire. Bien avant que le fauteuil roulant ne définisse son existence, le sergent Jake Martin s'était fait connaître pour son lien hors norme avec les chiens militaires. À 32 ans, il était devenu la référence de son unité, celui qui savait apaiser le malinois le plus nerveux ou convaincre le berger allemand le plus obstiné avec de simples mots doux et quelques gestes de la main. Ses compagnons d'armes plaisantaient en disant que Jake avait été élevé par des loups, tant il semblait parler le langage silencieux des canidés. En réalité, c'était son grand-père, un vétéran du Vietnam qui, après la guerre, avait dressé des chiens policiers qui lui avaient transmis ses secrets, les chiens Jake. « Il se moque de tes médailles ou de ton grade », répétait souvent le grand-père. « Il se soucie seulement de savoir si ton cœur bat sincèrement. » Pendant 9 années de service exemplaire, Jake avait démontré ce cœur vrai lors de 3 missions en Afghanistan, jusqu'à ce mardi étouffant dans la province de Kandahar. Ce jour-là, un IED, engin explosif improvisé, enfoui trop profondément, échappa même aux chiens renifleurs de bombes. Dans l'éclair aveuglant qui suivit, Jake perdit 2 frères d'armes, sa carrière et l'usage de ses jambes. Ce que l'explosion n'avait pas détruit, le chagrin l'acheva. Sarah, son amour de lycée et épouse depuis 7 ans, l'avait soutenu durant 6 longs mois de rééducation, affichant toujours le même sourire malgré les cernes grandissant sous ses yeux. « On s'en sortira », avait-elle promis en lui serrant la main, et on adoptera enfin ce berger allemand dont on parle depuis toujours. Mais la tâche de prendre soin d'un mari brisé avait fini par briser Sarah aussi. 1 an après le retour de Jake, elle s'éteignit dans son sommeil, victime d'un problème cardiaque jusque-là invisible. Aujourd'hui âgé de 41 ans, Jake vivait seul dans un chalet accessible au fauteuil roulant, perdu au fin fond du Texas rural. Ses journées suivaient une routine incolore, café à l'aube, exercice de kiné rigoureux, quelques livres pour combler le vide de l'après-midi et un rare coup de fil de son conseiller de l'administration des anciens combattants. Il évitait autant que possible le village le plus proche, fatigué de ses regards en biais, plein de pitié. À 2 miles de chez lui se trouvait un unique voisin, ce qui convenait parfaitement à Jake. Il se persuadait que cette solitude était une forme de paix, alors qu'au fond, un espace creux dans sa poitrine lui rappelait qu'il avait perdu son but. Il refusa de l'admettre jusqu'au jour où il s'aventura sur le vieux sentier près des bois et entendit un bruit capable de fissurer sa tranquillité soigneusement construite. Le soleil tapait sans pitié sur cette partie du Texas en cet après-midi de mercredi, faisant vibrer la chaleur sur l'asphalte craquelé de la route 22. Les bras de Jake lui brûlaient tandis qu'il poussait les roues de son fauteuil, la sueur lui ruisselant dans le dos. Depuis 6 mois, il s'astreignait à ses sorties quotidiennes à la demande de son kiné, qui lui avait lancé « Ce n'est pas parce que tes jambes ne fonctionnent plus que le reste doit abandonner, sergent ». Ce jour-là, il força un peu plus que d'habitude, empruntant un ancien chemin qui longeait Mason Woods, une zone dense de chênes et de pins délimitant la frontière est de sa propriété. Jake s'arrêta pour boire, écoutant le chant assourdissant des cigales. Durant son service en Afghanistan, il avait appris à distinguer les bruits du désert ordinaire de ceux annonçant un danger. Ce même instinct le fit se figer, bouteille à mi-chemin de ses lèvres,
Sous ce vacarme d'insectes et le vrombissement lointain d'un avion agricole, il perçut autre chose, un son faible, désespéré et parfaitement incongru. Un gémissement suivi d'un aboiement rauque et étouffé. « Hé !» appela Jake, assez fort pour faire s'envoler une paire de cardinaux d'un buisson voisin. Le même bruit retentit, plus faible encore, quelque part dans les bois à sa gauche. Jake jaugea le sol inégal entre le sentier et la lisière, calculant le risque. Ses roues tous-terrain pouvaient franchir des obstacles, mais les racines exposées et le sol sablonneux compliqueraient l'approche. Pourtant, ce gémissement l'attirait irrésistiblement. « Tiens bon », marmonna-t-il, sans savoir à qui il s'adressait exactement. D'un geste méthodique, Jake bloqua ses freins, attrapa le sac accroché à son fauteuil et en sortit 2 bâtons de marche télescopique. Grâce à ce soutien, il s'aventura hors du chemin et pénétra dans la fraîcheur relative des bois. Chaque mètre gagné lui coûtait un effort intense, ses bras tremblaient à force de pousser sur les bâtons, et 2 fois ses roues butèrent sur des racines qui faillirent le renverser. Le bruit grandissait, le guidant à travers les ombres mouchetées, jusqu'à déboucher dans une petite clairière. Là, il découvrit un spectacle qui lui coupa le souffle. Un berger allemand gisait au pied d'un vieux chêne, le pelage terne et collé par la saleté. Le flanc de l'animal se soulevait à grand-peine, chaque inspiration semblant un supplice. Mais le pire, c'était la chaîne. De gros maillons industriels enserraient son cou, reliés par un cadenas rouillé à un pieu planté dans la terre. La chaîne avait creusé un véritable collier de chair à vif, attirant les mouches sur lesquelles le chien n'avait même plus la force de claquer des mâchoires. « Seigneur !» murmura Jake d'une voix rauque. Les oreilles du chien tressaillirent et il leva légèrement la tête, le regard embué de souffrance, mais encore assez lucide pour repérer Jake. Pas un grondement, pas un mouvement de recul. Peut-être était-il trop affaibli, ou alors il pressentait que cet homme ne lui voulait pas de mal. Jake scruta la clairière, cherchant un indice sur la personne responsable de cette horreur, mais ne vit aucune bâtisse, ni campement. Visiblement, on avait laissé ce chien-là pour qu'il meure de faim, assez loin des sentiers pour que personne n'entende ses hurlements. « Ça va aller ?» dit doucement Jake, avançant jusqu'à la limite de la chaîne. « Je vais te sortir de là. » Le chien le regardait, méfiant mais silencieux. Le cadenas requérait sans doute une pince coupante, impossible à dégager autrement. Le pieu était bien trop enfoncé pour que Jake puisse l'arracher depuis son fauteuil. La chaîne peut-être, mais même cela exigerait des outils. Jake consulta sa montre. 15h45, il restait 4 heures de jour, largement le temps de retourner chez lui. À environ 2 minutes pour prendre ce qu'il fallait, puis revenir. Mais cela signifiait laisser le chien seul une fois encore. « Je reviens te chercher », promit-il, sortant sa bouteille d'eau et une barre protéinée de son sac. Il versa un peu d'eau dans le bouchon, qu'il plaça à portée du chien, avant de rompre un morceau de barre et de le déposer devant lui. « Tiens bon, mon grand !» Quand Jake fit demi-tour, l'animal poussa un faible gémissement comme s'il doutait que cet humain, contrairement au précédent, tienne parole. Ce son résonna au plus profond de la conscience de Jake et redoubla sa détermination. Il n'allait pas trahir ce chien. Il progressa lentement parmi les racines et les broussailles pour regagner le sentier, avec un sentiment de responsabilité chevillé au corps. Les premières 72 heures furent critiques. Jake était revenu avec une pince coupante fixée à son fauteuil et il avait libéré le berger allemand alors que le ciel s'embrasait d'un crépuscule orangé. Le chemin du retour au chalet avait été un véritable défi. Le chien, trop faible pour marcher, pesait lourd sur les genoux de Jake, dont les bras s'épuisèrent à maintenir l'équilibre jusqu'au perron. Il transforma sa salle à manger en clinique de fortune, étalant couvertures et serviettes près du poêle à bois. Le chien, un mâle, découvrit-il, en le lavant délicatement à l'eau tiède, n'opposa aucune résistance lorsque Jake nettoya ses plaies, coupa les touffes de poils collés et appliqua un désinfectant autour de cette marque atroce au cou. L'animal se contenta de fixer Jake de ses yeux ambrés, et ni plein de confiance ni de crainte, comme s'il réservait son jugement. Toute la nuit, Jake répéta doucement « Tu es en sécurité maintenant », et plus pour se rassurer lui-même que pour apaiser le chien. Sans possibilité de faire venir le vétérinaire avant le lendemain, il suivit les instructions qu'on lui donna au téléphone. Maintenir l'animal au chaud, lui proposer un peu d'eau, mais pas trop de nourriture. Épuisé, Jake dormit sur le canapé, se réveillant presque chaque heure pour vérifier l'état du chien. Au matin, celui-ci bougeait à peine, acceptant juste un peu d'eau lorsque Jake approchait la gamelle de sa gueule mais refusant la nourriture. Le docteur Reeves, vétérinaire campagnarde aux cheveux grisonnants, exercé depuis 30 ans dans le comté, arriva vers 9 heures.
Après examen, elle diagnostiqua une dénutrition sévère, une déshydratation, des plaies infectées, mais pas d'os cassés, et souligna que la dentition était correcte pour un chien qui avait forcément eu un propriétaire convenable un jour. Elle laissa des antibiotiques ainsi que de la nourriture spéciale pour reprendre l'alimentation doucement, puis avertit. Le rétablissement physique prendra des semaines, sergent Martin. Quant à l'émotionnel, c'est une autre histoire. Ne vous attendez pas à des progrès rapides. Jake hocha la tête. Il savait trop bien que les cicatrices profondes, invisibles, pouvaient persister bien au-delà de la guérison du corps. Certains soldats revenaient entiers de mission, mais brisés de l'intérieur. D'autres, blessés grièvement, conservaient une flamme inextinguible. Difficile de dire à quel groupe appartenait ce chien encore anonyme. Il semblait à mi-chemin, entre abîme et dignité silencieuse. Dès le 5e jour, le chien commença à grignoter un peu lorsque Jake le nourrissait à la main, même s'il s'interrompait dès que leurs regards se croisaient. Des progrès minuscules, mais qui, jour après jour, annonçaient un changement. Au 7e jour, Jake remarqua que l'animal suivait ses déplacements. Au 9e, il entrevit un léger mouvement de queue lors du petit déjeuner. Au 12e, alors que Jake lisait près de lui un vieux roman écorné, le chien se décala de quelques centimètres, comme s'il l'invitait à s'installer à côté. « Je crois qu'il est temps de te trouver un nom », lança Jake, levant le nez de son exemplaire usé du « vieil homme et la mer ». « Je ne peux pas continuer à t'appeler mon grand ou y a mon pote ». Les oreilles du chien frémirent, rien de plus. « Que dirais-tu de Ranger? Ça a une consonance militaire et ça te va bien. » Le chien, désormais baptisé Ranger, cligna lentement des yeux, ce que Jake interpréta comme une approbation. Le soir même, alors que Jake se dirigeait vers la cuisine pour préparer son dîner, il entendit pour la première fois le cliquetis d'ongles sur le plancher. L'animal le suivait à pas prudents. Jake ne se retourna pas de peur de l'effaroucher, mais il ressentit un pincement de joie. Il n'avait pas éprouvé pareille satisfaction depuis longtemps. Au fil des semaines, une routine s'installa. Le matin, Jake commençait par ses exercices de rééducation sous l'œil attentif de Ranger. Ensuite, il prenait le petit déjeuner puis faisait un tour sur la véranda quand il faisait beau. La force de Ranger revint graduellement, son poil reprit de l'éclat et la cicatrice autour de son cou forma un anneau dur, témoin permanent de sa souffrance. Sans vraiment y penser, Jake se mit à parler davantage. Raconter des anecdotes, partager des souvenirs, évoquer ses lectures. « Sarah t'aurait adoré », confia-t-il un soir, alors qu'il regardait le soleil décliner, assis sur la terrasse. C'était la première fois qu'il prononçait le nom de sa défunte épouse depuis des mois. Elle aimait beaucoup les bergers allemands, disait qu'ils avaient un regard honnête. La tête de Ranger pencha légèrement comme pour approuver. « Elle avait raison », murmura Jake. Et il réalisa que ce n'était pas seulement Ranger qui se transformait, lui aussi. Lentement, mais sûrement. Il se remit à programmer un réveil, au lieu de laisser chaque jour le tirer mollement hors du lit. Il fit des plans pour améliorer la propriété, prévoir une clôture pour que Ranger puisse courir, rendre les sentiers plus praticables en fauteuil. Le plus étonnant fut le jour où il fit une commande de course pour 15 jours d'affilée, alors qu'il ne prévoyait jamais rien à plus d'1 ou 2 jours. Exactement 1 mois après la découverte de Ranger dans les bois, alors que Jake sirotait son café sur le perron, il regarda le chien explorer prudemment la cour, à bonne distance, mais en vérifiant régulièrement d'un coup d'œil la position de son maître. Il se surprit à murmurer « Tu retrouves ta vie petit à petit », puis il se rendit compte que cela valait pour lui aussi. Jour après jour, en s'occupant de Ranger, Jake s'extirpait davantage de cette coquille de solitude qu'il avait bâtie autour de lui. Chaque petit succès du chien devenait également le sien. Et ce vide dans la poitrine, là où logeait autrefois sa raison d'être, commençait à se remplir d'une chaleur nouvelle. Alors que l'été se muait en automne, Jake se souvint de techniques de dressage apprises auprès de son grand-père. L'entraînement patient, la communication claire, le respect mutuel. Il commença par le plus simple. Assis, pas bouger, viens. Ranger restait nerveux face aux gestes brusques et aux voix fortes, conséquence évidente de son passé. Mais il montrait une intelligence stupéfiante. « Bravo mon grand », dit Jake, lorsque Ranger ramena pour la première fois la balle lancée, en la déposant sur les genoux de Jake au lieu de la lâcher au sol. « Tu apprends plus vite que certains chiens de l'armée, tu sais ?» La queue de Ranger s'agita avec un entrain nouveau. La cicatrice restait visible, mais son pelage luisait désormais sous le soleil du Texas avec des teintes fauves et noires. Jake notait chaque progrès dans un carnet, tel un soldat faisant son rapport. Un soir, en relisant ses notes, il eut une idée. « En fait,
Tu es en train d'apprendre à me faciliter la vie, Ranger. » Intrigué, il passa des heures sur Internet, fouillant des sites de formation pour chiens d'assistance. Nombre de gestes que Ranger adoptait spontanément pouvaient être développés pour devenir de réelles aides au quotidien. Ramasser des clés ou un stylo tombé, utiliser son museau pour appuyer sur une sonnette, etc. Jake mit en pratique ces exercices. Cueillir un objet, rapporter le téléphone qui sonnait, soulever un petit cordon pour ouvrir le frigo, voire l'aider à enlever ses bottes le soir. Ce n'est pas un véritable dressage de chien d'assistance, précisa Jake à sa conseillère de laver lors d'un appel vidéo, mais il me rend déjà tellement de service. Elle, le docteur Peterson, nota immédiatement le changement de ton chez Jake. Il semblait regarder la caméra en face, parler avec assurance. Il évoquait des projets d'aménagement. « Vous avez meilleure mine, Jake. On dirait que ce partenariat vous réussit à tous les deux. » Ranger va mieux et je suppose que moi aussi, admit Jake en souriant alors que l'animal somnolait à ses pieds. La quiétude de leur routine fut brusquement brisée un matin de novembre, au retour de leur excursion quotidienne jusqu'à la boîte aux lettres. Un pick-up couvert de boue s'arrêta net dans un nuage de poussière près d'eux. Bill Thompson, leur voisin, si l'on pouvait dire, vivant à 2 miles, passa la tête par la fenêtre, le visage renfrogné. « Ce chien, c'est le tien ?» fit-il sans préambule, désignant Ranger d'un coup de menton. Ranger s'était instinctivement placé entre le véhicule et le fauteuil roulant de Jake. « Oui, c'est le mien », répondit calmement Jake, posant une main apaisante sur le dos de Ranger. Thompson cracha une giclée de tabac. « Alors tiens-le à la tâche. 2 de mes poules ont été retrouvées mortes ce matin. Un chien les a sans doute tuées. » Jake sentit la tension de Ranger sous sa paume. « C'est impossible. Ranger est toujours sous ma surveillance, surtout la nuit. C'est pourtant un berger allemand, non ?» grommela Thompson, plissant les yeux. « J'ai vu des traces. Il y a des coyotes de par ici, » rétorqua Jake, faisant un effort pour rester calme. Rangé d'or à l'intérieur, le visage de Thompson se ferma encore plus. « Écoutez, Martin, je sais que vous avez des problèmes, bloqués dans ce fauteuil, mais ça ne vous donne pas le droit de laisser traîner une bête dangereuse. Le comté a des lois sur la tenue en laisse. » Jake redressa les épaules, adoptant malgré lui sa posture militaire. « Rangé et dressé et sous contrôle, il n'a pas tué vos poules. On verra bien, grogna Thompson en faisant vrombir son moteur. Je vais alerter la fourrière. Un type dans votre état ne devrait pas s'occuper d'un tel monstre. » Le pick-up redémarra dans un nuage de gravier, laissant Jake et Ranger seuls au milieu de la poussière retombante. Cette nuit-là, Jake vérifia plusieurs fois portes et fenêtres. Les accusations de Thompson le rongeaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Elles réveillaient un point sensible. Sa propre crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir protéger convenablement un chien ou de ne pas être légitime en raison de son handicap. Incapable de dormir, il alluma son ordinateur et, tel un exutoire, mit des mots sur l'écran. Sa rencontre avec Ranger, leur progrès, la menace du voisin. C'était une habitude qu'il avait prise en mission pour gérer le stress. Il se retrouva à créer un blog sobrement intitulé « Pattes et buts » et à publier ce premier texte. « Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un lise ça », avoua-t-il à Ranger qui s'était couché contre le fauteuil. Mais ça fait du bien de l'écrire. À sa grande surprise, au matin, il trouva 3 commentaires. Un vétéran racontait avoir également retrouvé goût à la vie grâce à un chien. Une voisine le félicitait et se disait prête à soutenir Ranger contre le vieux ronchon Thompson. Le 3e émanait d'un éducateur canin professionnel proposant des conseils. Tout cela l'encouragea à écrire 2 nouveaux billets dans la semaine et le nombre d'abonnés grimpa doucement. En décembre, Thompson exécuta sa menace. Une agente de la fourrière nommée Deborah Martinez débarqua chez Jake, un formulaire à la main pour enquêter sur un chien agressif. Jake l'invita à entrer. Ranger, sentant l'importance de la situation, se comporta en véritable gentleman canin, s'asseyant sagement à côté du fauteuil. « Je suis dans ce métier depuis 15 ans, déclara Deborah après l'avoir observé. Et je sais reconnaître un chien dangereux. Celui-ci ne l'est pas du tout. » Elle se pencha pour examiner la cicatrice autour du cou de Ranger. « Si vous retrouvez celui qui lui a fait ça, appelez-moi, je déposerai plainte. » Jake poussa un soupir de soulagement. Hélas, son répit fut de courte durée. Thompson partit se plaindre en réunion municipale que le comté laissait un vétéran privilégié posséder un animal soi-disant non réglementé. Le journal local publia un petit article sur la polémique. Le blog de Jake gagna brusquement en visibilité et des groupes de défense partagèrent son histoire, dénonçant l'injustice. Une chaîne télé régionale voulut même faire un reportage. Initialement réticent, Jake finit par accepter, encouragé par sa psy, le docteur Peterson qui y voyait un moyen d'inspirer d'autres vétérans.
Le reportage de 3 minutes montra Jake et Ranger exécutant des exercices, soulignant la manière dont ils s'étaient mutuellement sauvés. On voyait aussi la cicatrice brute autour du cou du chien et les images du fauteuil roulant, deux symboles de blessures différentes. Avant Ranger, je survivais plus que je ne vivais, confia Jake face caméra. La réponse du public fut immédiate. Sa boîte mail explosa de témoignages d'anciens militaires, d'offres de dresseurs ou de voisins révoltés par les dires de Thompson. Une entreprise de matériel canin envoya un lot d'équipements haut de gamme. Un menuisier proposa de construire des installations adaptées pour le dressage. Une clinique vétérinaire offrit des soins gratuits à Ranger. Mais le plus inattendu vint du docteur Alan Winters, directeur d'un programme d'accompagnement pour vétérans souffrant de stress post-traumatique et de handicap physique. « Votre histoire touche profondément nos participants », écrivait-il. « Accepteriez-vous de venir témoigner lors de notre prochain atelier ? Beaucoup de vétérans hésitent à accueillir un chien d'assistance. Vous entendre pourrait les rassurer. » La boule au ventre, Jake relut le message. Parler en public n'était pas du tout son point fort, surtout lorsqu'il s'agissait de ses failles et de sa lente reconstruction. Mais le sens du devoir le taraudait. Peut-être que son expérience avec Ranger éclairerait la route de quelqu'un d'autre, empêtré dans l'obscurité. « Qu'en dis-tu, mon vieux ?» demanda-t-il tout bas, caressant la tête de Ranger. La réponse lui vint sous forme d'un nouveau commentaire sur son blog. Un sergent des Marines racontait ses nuits d'angoisse et avouait avoir envisagé le pire, avant de tomber sur l'histoire de Jake et Ranger. L'homme s'était alors rendu par curiosité à la SPA locale, en était reparti avec un pitbull à une oreille abîmée. Une photo joint le montrait, un léger sourire aux lèvres, le chien posé contre lui. La gorge de Jake se serra et il répondit « Parfois, l'âme qu'il vous faut vous trouve pile au moment où vous en avez le plus besoin. Félicitations pour ton nouveau partenaire. » Puis il transféra son acceptation à l'atelier du docteur Winters. Ranger et moi serons honorés de participer. En plein hiver texan, la routine de Jake et Ranger s'agrémenta de nombreuses visites. Le menuisier venu installer des barres d'entraînement, un dresseur local venu affiner les compétences de Ranger, et même un cinéaste amateur souhaitant réaliser un court-métrage sur leur histoire. Tous s'émerveillaient du lien entre l'homme et le chien, de leur communication subtile, de la manière dont Ranger anticipait les besoins de Jake. « Ce n'est pas magique », expliquait Jake devant la caméra. « C'est de la confiance et de l'attention mutuelle. Il me surveille comme je le surveille. On est synchronisés. Cette harmonie fut mise à l'épreuve une nuit glaciale de janvier. Jake s'éveilla en sursaut au contact de la patte de Ranger qui le poussait fermement, accompagné de gémissements insupportables. Mal réveillé, Jake tâtonna pour trouver la lampe, mais l'anxiété du chien redoubla. Il mordillait la manche de Jake pour le tirer hors du lit. « Qu'est-ce qui se passe, mon grand ?» Sitôt assis dans son fauteuil, Jake devina la gravité de la situation. L'air était âcre, piquant. Il remarqua un léger brouillard au plafond, de la fumée. Son adrénaline monta en flèche et il suivit Ranger qui l'emmena, non pas vers la porte principale, mais vers la source du sinistre. Une prise murale au salon, dont le mauvais câblage avait enflammé le lambris. Déjà les flammes léchaient les rideaux. Le cœur battant, Jake composa le 911. Les pompiers mettraient plus de 28 minutes à arriver. Ces rares moyens, un extincteur de cuisine dérisoire au vu de la vitesse de propagation. « Il faut sortir », lâcha-t-il, tentant de maîtriser sa panique. Jake s'emmitoufla la bouche dans son t-shirt pour filtrer la fumée, s'abaissa autant que possible dans son fauteuil et progressa vers la porte arrière, celle menant à la rampe d'accès. Ranger colla son flanc contre la roue, l'aidant à se frayer un chemin dans la maison déjà pleine de fumée. Les yeux de Jake brûlaient, ses poumons aussi. Les pièces familières se transformaient en labyrinthe mortel. À la porte, ses doigts y tremblants ne parvenaient pas à tourner la serrure. Ranger bondit alors et appuya de tout son poids sur la barre anti-panique, installée auparavant pour faciliter son accès. La porte s'ouvrit dans un courant d'air froid. Jake dévala la rampe, poussé par la peur, le chien à ses côtés. Ils ne s'arrêtèrent de qu'au pied d'un vieux chêne, à bonne distance. Lorsque Jake se retourna, il vit déjà les flammes traverser les fenêtres de ce chalet où il avait passé 3 ans de solitude. Les sirènes résonnaient au loin. Les mains tremblantes, Jake enfouit ses doigts dans la fourrure de Ranger, sentant son cœur vigoureux. « Brave garçon », souffla-t-il, la voix brisée, « tu m'as sauvé la vie ?» 3 semaines plus tard, vers 2h07 du matin, une vive douleur nerveuse frappa Jake sans crier gare. Il logeait temporairement dans une petite cabane mise à disposition par le VFV, en attendant que son assurance évalue les dégâts du feu. L'endroit était plus étroit que son chalet et le lit inconfortable.
Peut-être était-ce le stress, ou l'inconnu, mais la décharge de souffrance le plia en deux. Un éclair incandescent partant de sa colonne vertébrale vers ses membres fantômes que son cerveau croyait encore présents. Incapable d'émettre un vrai cri, Jake fut paralysé par la douleur. Son traitement d'urgence, une injection permettant de court-circuiter la crise, reposait dans un étui sur la commode à plusieurs mètres, impossible à atteindre. Ranger, qui dormait près du poêle, bondit aussitôt vers Jake, flairant son extrême détresse. Les gémissements étouffés de Jake et la rigidité de son corps ne laissaient aucun doute au chien. « Mais Doc !» articula Jake, les mâchoires crispées. Il désigna la commode d'un geste imprécis. Ranger plongea son regard vers la commode, puis vers Jake. Sans hésiter, il s'approcha, referma délicatement sa gueule sur l'étui et le ramena. Jake, tremblant, tenta d'ouvrir la fermeture éclair, mais ses doigts ne répondaient plus. Ranger l'aida en tirant le zip avec les dents. Jake saisit la seringue pré-remplie, ôta le capuchon d'un coup de dent et s'injecta le produit dans la cuisse. Son corps retomba, haletant. Les minutes suivantes lui parurent une éternité. Ranger, vigilant, posa doucement sa tête sur la poitrine de Jake, comme pour surveiller son pouls. Peu à peu, la respiration de Jake redevint régulière. La douleur décroissait. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un chien comme toi ?» murmura-t-il, la voix encore tremblante. Dès le lendemain, la communauté de vétérans fut au courant des exploits de Ranger. Jake avait informé brièvement le docteur Peterson qui, impressionné, mentionna l'histoire durant une réunion. Ainsi, la rumeur parvint aux oreilles d'une responsable de l'Association nationale des chiens d'assistance. 3 jours plus tard, Jake reçut un appel de Catherine Simmons, directrice du programme des anciens combattants. « Sergent Martin, j'ai entendu dire que votre chien avait agi de façon remarquable lors d'une urgence, sans même avoir de formation officielle. Rangé et hors norme ?» admit Jake, caressant du regard son compagnon qui se prélassait au soleil. « Il anticipe parfois mes besoins avant même que je les formule. C'est précisément le type d'aptitude naturelle que nous recherchons. Nous fournissons des chiens certifiés aux vétérans, mais nous souhaitons aussi aider ceux qui ont déjà un animal prometteur. Nous vous proposons un soutien pour faire de Ranger un chien d'assistance officiellement reconnu. » La proposition était plus que généreuse. Un formateur hebdomadaire, du matériel fourni, aucun coût pour Jake. Il accepta, voyant une opportunité de confirmer et protéger légalement l'accompagnement que lui offrait Ranger. En parallèle, le blog de Jake atteignait des milliers d'abonnés, surtout depuis qu'il avait relaté l'intervention de Ranger lors de sa crise de douleur. Un producteur d'une grande matinale télé sollicita même une interview à l'échelle nationale dans le cadre de la Semaine des vétérans. « Les choses évoluent vite, mon grand », plaisanta Jake, observant Ranger avant l'arrivée de l'équipe. « Tu te sens prêt pour la célébrité ?» L'entretien, diffusé devant plusieurs millions de téléspectateurs, propulsa l'histoire de Jake et Ranger dans une notoriété inattendue. On y voyait des séquences de Ranger aidant Jake, entrecoupées de photos de la maison brûlée et de la cicatrice rougeâtre autour du cou du chien, preuve visuelle saisissante. Face à la caméra, Jake expliqua avec gravité leur parcours parallèle, tandis que Ranger exécutait calmement les tâches apprises. « Que diriez-vous aux autres vétérans encore isolés et en quête de sens ?» demanda la journaliste en fin d'interview. Jake posa la main sur la tête de Ranger, marqua une courte pause. « Je leur dirais que l'aide peut venir d'endroits inattendus. Je croyais sauver ce chien alors qu'en vérité, on s'est sauvé mutuellement. Et il n'y a aucune honte à avoir besoin qu'on nous sauve. » Les retours furent massifs. Des vétérans confiaient leurs souffrances, des refuges constataient une hausse d'adoption, en particulier pour des chiens ayant eux-mêmes des besoins particuliers. Un assistant parlementaire proposa d'inclure le récit de Jake dans des audiences sur l'extension du soutien aux chiens d'assistance pour anciens combattants. Enfin, une association appelée Second Chance Gardien fit une proposition étonnante. Ils formaient une élite de chiens d'assistance pour des vétérans atteints de handicaps sévères et voyaient en Ranger un potentiel exceptionnel. Leur directrice, Maria Cortés, voulut discuter en privé avec Jake. Maria arriva un matin glacé de février, petite femme aux cheveux striés d'argent et à la démarche assurée, comme quelqu'un habitué à être obéi. Après avoir observé Jake et Ranger interagir durant près d'1 heure, elle expliqua enfin l'objet de sa visite. « Ranger possède des qualités et une intelligence remarquables », dit-elle en acceptant la tasse de café que Jake lui tendait. « Le lien qui vous unit est évident, mais ce qui ressort surtout, c'est son incroyable capacité d'adaptation. » Maria expliqua que dans la plupart des cas, les chiens d'assistance étaient dressés dès le plus jeune âge, selon des protocoles précis adaptés aux besoins ciblés de chaque vétéran.
Ranger, lui, avait surmonté un lourd traumatisme devinant et répondant spontanément aux besoins de Jake. C'est un sacré bosseur, reconnut Jake hochant la tête. J'ai parfois l'impression qu'il comprend ce que je veux avant que j'ai fini de le formuler. Maria reposa sa tasse, l'expression sérieuse. Justement, chez Second Chance Gardien, nous croyons qu'il pourrait être un modèle d'entraînement. Il aiderait nos équipes à améliorer la rééducation d'autres chiens abandonnés ou maltraités afin de les transformer en compagnons d'assistance. Jake sentit une boule glaciale se former dans son estomac. En clair, vous voulez l'emmener? Oui, nous aimerions l'emmener à notre centre national au Colorado, répondit Maria avec douceur. Il y bénéficierait d'espaces vastes, d'une prise en charge experte, et il permettrait à d'autres vétérans de profiter eux aussi de ses qualités hors du commun. Jake contempla la fenêtre givrée. Il voyait le côté rationnel. Ranger pourrait aider des dizaines, voire des centaines de personnes, mais une partie de lui se rebellait violemment à l'idée de le perdre, ce chien qui lui avait redonné un sens à la vie. « J'ai besoin de réfléchir », répondit-il finalement. « Ranger et moi sommes une équipe ?» Maria acquiesça, compréhensive. Elle déposa sa carte sur la table avant de prendre congé. « Réfléchissez, sergent Martin. Mais rappelez-vous qu'aimer, c'est parfois laisser l'autre aller vers un bien plus vaste. » Les jours suivants furent sans doute les plus douloureux depuis l'accident de Jake. Il flottait dans la maison, observant Ranger avec une intensité nouvelle, comme pour graver chaque instant dans sa mémoire. Il se confie longuement au docteur Peterson, pesant la portée de sa décision. « Que feriez-vous à ma place ?» demanda-t-il d'une voix lasse. « Je ne peux pas décider pour vous, Jake, » répondit-elle doucement. « Mais je dirai ceci. Ranger est au cœur de votre guérison. Quoi que vous choisissiez, veillez à ce que cela n'anéantisse pas les progrès que vous avez accomplis, vous deux. » Après des jours d'angoisse, Jake finit par céder à la logique. Bien que la simple idée de se séparer de Ranger lui soit presque insupportable, il voyait le potentiel immense du chien dans un centre de formation. La veille de l'arrivée de l'équipe de transport, il prépara tous les effets personnels de Ranger, sa couverture préférée, quelques jouets et un t-shirt usé imprégné de l'odeur de Jake. « Tu feras de grandes choses », murmura-t-il en caressant Ranger, assis sur la véranda dans un paysage saupoudré de neige, scène rare au Texas. « Ils s'occuperont bien de toi et tu aideras plein de gens comme moi. » Le chien le regarda de ses yeux ambrés, si expressifs. Jake avait l'impression de devoir se justifier. « Si seulement tu pouvais comprendre, ce n'est pas parce que je ne te veux plus, c'est parce que tu es exceptionnel. » Au matin, Jake n'avait presque pas fermé l'œil. À 10 heures pile, un fourgon blanc afficha le logo Second Chance Guardians dans l'allée. Un employé, Thomas, sortit, l'air aimable, un clipboard sous le bras. Il salua Jake d'un ton poli. « Sergent Martin, je suis là pour Ranger. » Jake acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Il avança en fauteuil, Ranger parfaitement calé à ses côtés. Thomas s'accroupit pour offrir sa main au chien. « Sacré beau loulou, vous avez fait un travail remarquable avec lui. » « Il s'est surtout sauvé tout seul, » murmura Jake en caressant la nuque de Ranger. « Il avait juste besoin d'une chance. » Thomas montra l'arrière du fourgon, où un grand espace de transport confortable attendait. « On devrait y aller, si on veut arriver de bonne heure ?» Jake prit une profonde inspiration et lança l'ordre « Ranger, monte !» Ils avaient travaillé cette commande destinée à faire monter le chien dans un véhicule. Ranger se tourna vers le van, puis regarda son maître. Il fit 2 pas, puis s'arrêta brusquement. Il revint vers le fauteuil et d'un mouvement lent et résolu, fit le tour de Jake avant de s'asseoir fermement contre la roue, la tête posée sur le genou de l'ancien soldat. Le message était on ne peut plus clair. Thomas, bouche bée, observait la scène. Il me semble qu'il vient de dire « Non merci, je n'ai jamais vu ça ». Ému aux larmes, Jake caressa le pelage de Ranger. Malgré l'abandon qu'il avait subi, malgré les souffrances, le chien préférait rester avec lui plutôt que de partir vers un centre luxueux. « Je crois qu'il va falloir revoir nos projets », lâcha Jake, la voix brisée. Thomas opina « Je vais prévenir la directrice Cortés. C'est plutôt rare, cette détermination. » La discussion aboutit à un compromis auquel personne n'avait pensé. Second Chance Guardians financerait la reconstruction de la maison de Jake, endommagée par l'incendie, pour y inclure des installations professionnelles de dressage. Jake deviendrait formateur régional pour l'association, guidant d'autres vétérans et chiens en mal d'adoption. Ranger servirait de modèle de chien d'assistance certifié et ferait des allers-retours ponctuels au siège du Colorado pour certains modules spécifiques, mais toujours accompagné de Jake. « C'est inhabituel », admit Maria au téléphone. « Mais votre duo est tout aussi inhabituel. Il faut savoir s'adapter à l'extraordinaire au lieu de le forcer dans nos cases. » L'histoire de ce compromis se propagea rapidement.
Un magazine national consacra sa couverture à Jake et Ranger titrant « Un lien indestructible. Comment un vétéran paralysé et un chien abandonné ont réinventé la guérison ». L'article retraçait leur chemin, de la rencontre dans la forêt jusqu'au nouveau rôle de Jake comme formateur. Debout dans la neige, regardant le fourgon repartir, Jake sentit Ranger se serrer contre sa jambe. Il songea à ce qu'avait dit le docteur Peterson. Guérir, ce n'est pas nécessairement redevenir celui qu'on était avant le traumatisme, mais devenir quelque chose de plus fort, forgé dans l'épreuve. « Tu m'as choisi », murmura-t-il, effaré par cette simple vérité. « Après tout ce que les humains t'ont fait, c'est encore vers moi que tu te tournes. » Ranger, oreille droite, lui rendit un regard confiant. De retour vers leur petit chalet de location, Jake réalisa combien il avait à faire. Des projets, des plans, des devis. Un avenir à bâtir ensemble. Le printemps se présenta sous les meilleurs auspices. Les travaux de reconstruction avançaient à grands pas. L'habitation serait désormais plus spacieuse, au couloir élargi pour la mobilité en fauteuil, doté de rampes et d'une immense véranda couverte pour le dressage et la rééducation canine. Second Chance Guardians respectait scrupuleusement son engagement. Non seulement ils finançaient, mais ils envoyaient des experts pour concevoir une structure optimisée. Entre-temps, Jake et Ranger vivaient dans le chalet prêté par le VFW, trouvant leur rythme. Ils recevaient fréquemment des visiteurs curieux de voir la fameuse équipe, signe de leur popularité grandissante. Leur complicité, déjà solide, ne faisait que croître. C'est alors que survint la lettre, enveloppe officielle, papier à en-tête d'un cabinet juridique. Jake l'ouvrit sans se méfier, avant que son cœur ne se mette à cogner. « Cher Monsieur Martin, nous vous informons que nos clients, Robert et Diana Whitfield, revendiquent la propriété du berger allemand actuellement en votre possession. Les Whitfield affirment avoir reconnu leur chien, nommé Duke, via une couverture médiatique récente. Le document exigeait la restitution immédiate de Duke. On le menaçait de poursuites en justice. Jake sentit la rage l'envahir. « Quoi ?» lança-t-il, Ranger relevant la tête, alerté par le ton de son maître. « On t'a enchaîné à un pieu. Ils osent dire que tu es leur chien ?» Bien sûr, Jake contre-attaqua aussitôt. Il contacta Second Chance Guardians, son assistance juridique à laver, et le docteur Reeves, la vétérinaire qui avait constaté l'état lamentable de Ranger. Maria, la directrice, le mit en relation avec leur avocate spécialisée, Hélène Jeffrey, une experte des questions de chiens d'assistance. « Leur dossier est faible », déclara Hélène. « Ce chien a été trouvé dans un état laissant supposer la maltraitance et l'abandon. De plus, il est devenu votre chien d'assistance officiel. Les juges tiennent généralement compte de l'intérêt de l'animal et des preuves de mauvais traitement. Néanmoins, les Whitfield poussèrent l'affaire devant le tribunal. Ils présentèrent même des photos d'un chiot berger allemand censé être Ranger, quelques années plus tôt. Les médias se saisirent de l'histoire, la transformant en récit lacrymal d'une famille ayant perdu son cher Duke contre un vétéran devenu maître d'un chien qui ne lui appartenait pas. On en vint à peindre Jake en héros possible ou en usurpateur selon les opinions. Certains soutenaient que s'il s'avérait que Ranger était un Duke, il faudrait le rendre. D'autres rappelaient l'état d'extrême détresse dans lequel Jake l'avait trouvé, accusant donc les Whitfield d'avoir maltraité leur chien. Une audience fut fixée début avril. Jake, profondément blessé, se recroquevilla à nouveau. Il annula sa participation à un événement pour vétérans, refusa des interviews, se plongea dans l'examen fébrile du dossier avec Hélène. Ses nuits redevenaient tourmentées, hantées par le cauchemar, la clairière vide, la chaîne abandonnée et Ranger disparu. « Ils ne peuvent de pas gagner » affirma le docteur Peterson lors d'une séance en urgence. « Les preuves sont accablantes. Ranger fait partie intégrante de votre guérison. » Jake hocha la tête sans conviction. « Vous ne les avez pas vus à la télé. Ils joutaient les parents modèles, famille parfaite, en pleurs. Et moi, je ne suis qu'un infirme. »« Jake !» s'insurgea-t-elle. « Vous n'êtes pas un infirme. Vous êtes un ancien combattant au parcours remarquable. Votre blog a aidé des tas de gens. Votre force de caractère compte. D'ailleurs, le lien extraordinaire que vous avez avec Ranger ne pourra échapper à personne. Malgré tout, la tension était palpable. Ranger, sensible à l'humeur de Jake, devint nerveux, aboyant au moindre bruit, se postant en sentinelle dès qu'un étranger approchait. Il se mit même à tousser par moments, une quinte rauque que Jake remarqua, sans y prêter trop attention, mais qui lui laissait un léger malaise. 3 jours avant l'audience, il fut réveillé par le son de Ranger vomissant près du lit.
Dans la lueur de l'aube, il vit que son chien peinait à respirer, les flancs agités. Il composa aussitôt le numéro du docteur Reeves. « Il a du mal à prendre son souffle », décrivit-il, la gorge nouée. Il tousse et rejette de la mousse. 30 minutes plus tard, la vétérinaire arriva, commençant son examen complet. Son visage se ferma peu à peu. Il faut l'emmener directement à la clinique. Son état pulmonaire est préoccupant. Peut-être une pneumonie liée à l'inhalation de fumée lors de l'incendie. Les dégâts peuvent s'aggraver sur la durée. En quelques heures, Ranger fut placé sous oxygène et perfusion d'antibiotiques. Jake refusa de quitter son chevet, dormant dans son fauteuil au pied de la cage, caressant parfois la patte de l'animal pour lui donner du courage. Sa boule d'anxiété grandissait car l'audience approchait et Ranger se trouvait entre la vie et la mort. « Tiens bon », murmura Jake en effleurant le museau de son chien à travers les barreaux. « On a trop traversé de galères pour s'arrêter là. L'audience est dans 2 jours, je veux que tu sois présent. » Le lendemain, l'état de Ranger se stabilisa légèrement, mais il restait dans un état critique, greffé à l'oxygène. « Il est costaud et il se bat », déclara le docteur Reeves, prudemment optimiste. « Mais ses poumons sont déjà fragilisés. Il risque de mettre longtemps à se rétablir. » Hélène vint trouver Jake, un thermos de café et des dossiers sous le bras, pour préparer la plaidoirie. Elle fronça les sourcils en voyant Jake, épuisé, mal rasé, un sandwich intact à côté de lui. « Vous avez besoin de dormir et d'être en pleine possession de vos moyens. On doit aller au tribunal. »« Sans lui, comment veux-tu que je sois convaincant ?» gémit Jake en serrant le bras de son fauteuil. « Ranger est la raison pour laquelle j'ai retrouvé goût à la vie. Justement, le juge doit le comprendre. Ce procès n'est pas qu'une simple bataille de papier, Jake. C'est la preuve que Ranger n'est pas un bien meuble qu'on se renvoie, mais votre partenaire vital. » La nuit fut longue et inquiète. Jake guettait chaque mouvement de Ranger, sentant le temps filer trop vite jusqu'à l'audience. Au petit matin, le vétérinaire annonça que le chien avait légèrement repris des forces, respirant un peu mieux sous le masque à oxygène. Jake le caressa avec une reconnaissance infinie. « Tu vas t'en sortir !» Le téléphone vibra, un message d'Hélène. « Audience à 10 heures, nouveau développement. Appelle-moi vite. » Jake s'éclipsa dans la cour de la clinique pour téléphoner. « L'avocat des Whitfield a déposé des pièces complémentaires cette nuit », annonça Hélène. Ils affirment avoir des certificats d'enregistrement pour un berger allemand nommé Duke, avec un numéro de puce électronique. « Sauf que Ranger n'a pas de puce », rétorqua Jake. « On a vérifié au tout début. » « Exact. Ils prétendent que la puce a été retirée, sauf que mon assistante a vérifié, le numéro correspond à une autre chienne morte il y a 3 ans, c'est un faux grossier. » Jake serra le poing. « Ils mentent donc. Ça prouve que, s'ils étaient sincèrement persuadés qu'il s'agissait de leur chien, ils n'auraient pas besoin de trafiquer des documents. Le juge risque de se montrer intraitable. Venez tôt, on va exposer cela. » Malgré ses réticences, Jake quitta Ranger après avoir exigé que le docteur Reeves l'informe de la moindre évolution. Il arriva au palais de justice une demi-heure en avance, rejoignant Hélène, concentrée. « Dernier détail, glissa-t-elle, j'ai demandé à consulter les dossiers vétérinaires des Whitfield. Aucune visite depuis 18 mois, aucun vaccin, aucun check-up, rien qui prouve qu'il s'occupait correctement d'un Duke. » L'audience s'ouvrit sous la présidence de la juge Eleanor Harmon. Les Whitfield, assis en face, jouaient la carte de la famille éplorée, soutenue par un avocat en costume hors de prix. Robert Whitfield, grand et large d'épaules, gardait un air de défi, tandis que Diana, tête baissée, semblait prier son mouchoir. L'avocat des Whitfield commença par un plaidoyer larmoyant. Un couple brisé par la disparition de leur chien, qui croient le reconnaître sans douter un instant qu'il soit à eux. Hélène répliqua point par point. La chronologie incohérente, l'absence de tout soin vétérinaire, l'étrange coïncidence d'une fausse puce électronique. Le juge fronça les sourcils devant les photos des blessures de Ranger. « Ce berger allemand a été trouvé dans un état de négligence caractérisé », enchaîna Hélène. Attaché à un pieu, la chair du cou à vif. Les Whitfield prétendent malgré tout qu'il est leur chien adoré. La juge se tourna vers Robert Whitfield. « Maintenez-vous qu'il s'agit de votre chien ?» Whitfield, mal à l'aise, répondit vaguement qu'on leur avait volé l'animal, lequel aurait pu être ensuite abandonné. Mais soudain, Maria Cortez, assise dans la salle, se leva. « Votre honneur, j'ai un témoignage qui pourrait tout changer. » Elle présenta la capitaine Jessica Fleming du corps vétérinaire de l'armée. La juge, intriguée, l'autorisa à parler. La capitaine avança un dossier expliquant qu'en voyant des images de Ranger dans un reportage, elle avait reconnu certains signaux de dressage militaire. Après vérification dans nos archives,
Ce berger allemand correspond au marqueur physique du chien militaire K317, surnommé Ranger. Affecté à la 10e division de montagne, il a servi dans la détection d'explosifs. Officiellement porté disparu lors d'une embuscade en Afghanistan, il y a environ 15 mois. Un bruissement courut dans la salle. La capitaine Fleming montra des photos de l'armée, des analyses ADN prouvant qu'il s'agissait bien de K317. « Impossible !» rugit Robert Whitfield se levant. « Nous l'avons eu chiot, à moins que vous ne formiez vous-même des chiens militaires sur votre propriété », répondit froidement la capitaine. K317 est né et a été dressé dans notre programme et toute sa lignée est documentée. La juge Harmon compara rapidement les dossiers. À la lumière de ces preuves et du reste du dossier, je vais rejeter la demande des Whitfield. Souhaitez-vous réagir avant que je ne statue définitivement ? Un bref conciliabule entre l'avocat et les Whitfield, puis ce dernier déclara qu'il retirait leur requête. La juge acquiesça, l'air sévère, affaire classée. Elle se tourna vers Jake avec un léger sourire. « Sergent Martin, il semble que vous et ce chien partagiez un passif bien plus ancien que vous ne le pensiez. Je ne vois aucune raison de vous séparer. » Alors que la salle se vidait, la capitaine Fleming aborda Jake, le félicitant avec émotion. « Ranger était l'un de nos meilleurs. Il a sauvé plusieurs soldats avant de disparaître dans ce guet-apens. Nous avions fait son deuil, et voilà qu'il sert encore, d'une autre manière. » Jake, encore sous le choc, demanda « L'armée ne va pas me le reprendre ?»« Non. Après autant de temps, un chien militaire porté disparu n'est jamais réincorporé. D'ailleurs, il a trouvé un rôle essentiel à vos côtés. L'armée reconnaît votre lien. Ranger est à vous, officiellement. » La gorge serrée, Jake remercia la capitaine. Après quoi, il se précipita vers la clinique vétérinaire. À son arrivée, Ranger respirait mieux, débarrassé de l'oxygène supplémentaire. L'animal redressa la tête, l'air curieux, tandis que Jake lui racontait tout. L'armée, la preuve ADN, son enrôlement passé. « Tu étais un soldat comme moi » murmura Jake, fasciné. « Pas étonnant que tu aies retenu autant de mes ordres. Tu parlais déjà le même langage. » 2 jours plus tard, Ranger put sortir, sous traitement antibiotique. À peine installé dans le petit chalet, Jake reçut un visiteur inattendu. Martha Thompson, l'épouse de ce voisin hostile, Bill. Sauf que cette fois, le pick-up se gara doucement, s'enroulait nerveusement. Martha avait le visage anxieux. Bill a fait un accident vasculaire cérébral hier. Il est stable, mais la rééducation va être complexe. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir seul à la maison. Il avait mentionné que vous aviez pas mal d'équipements pour adapter le quotidien, vu votre fauteuil. Jake compatit sincèrement. Je viendrai voir votre maison et vous conseiller. La gratitude de Martha était palpable. Bill avait été odieux, mais le sort s'était acharné sur lui. La semaine suivante, Jake et Ranger parcoururent les 2 miles jusqu'à la propriété Thompson. Bill, affaibli, figé dans un fauteuil roulant, eut un choc en voyant Jake franchir le seuil. Il ouvrit la bouche pour parler, la moitié de son visage toujours ankylosé. Ranger, percevant sans doute la détresse de l'homme, vint lui poser la tête sur les genoux. « Désolé », balbutia Bill, la voix déformée. « Prenez votre temps », répondit Jake avec douceur. « Occupons-nous déjà de simplifier votre maison pour vos besoins. » Ce moment marqua le début d'une étrange alliance. Jake lui montra comment aménager des barres d'appui, déplacer certains meubles, Ranger servit même de démonstrateur pour les techniques de mobilité. Au fil des semaines, Bill progresse en rééducation et cette entraide scella une amitié improbable. Un après-midi, alors que Jake, Ranger et Martha discutaient sur le perron, un autre pick-up s'arrêta devant la maison. Cette fois, c'était un homme grand, boitant, avec des plaques militaires. Il s'avança, l'air indécis. « Excusez-moi, on m'a dit que Jake Martin était peut-être ici. »« C'est moi, répondit Jake. Michael Reynolds, ex-sergent-chef, 10e division de montagne. J'ai lu un article sur vous, ça mentionnait un berger allemand qu'on croyait perdu. Je devais voir si c'était vraiment lui. » Ranger, flairant quelques souvenirs, s'immobilisa, le museau pointé vers l'inconnu. Reynolds expliqua « Ce chien nous a sauvés, moi et 3 autres gars, après une explosion. Il a flairé une seconde bombe, nous évitant d'y passer. Puis quand l'ennemi est arrivé, il a disparu. On l'appelait Rex. On l'a cherché des jours, la voix de Reynolds se brisa. Il s'agenouilla malgré sa douleur et Ranger s'approcha le reniflant. Dans ce contact, on lisait la reconnaissance de 2 survivants. On a fait une cérémonie en son honneur puisqu'on le croyait mort, avoua Reynolds d'un ton rauque. Son nom figure même sur notre mur commémoratif. Et le revoilà, toujours en train de sauver des vies sous une autre forme.
Sur le perron, Bill Thompson, appuyé sur sa canne, observait la scène, désormais conscient que ce chien était vraiment hors du commun. « Ce chien, c'est quelque chose », prononça-t-il d'une voix un peu pâteuse mais admirative. Jake acquiesça. Ranger avait survécu à la guerre, à l'abandon, à un incendie, à la maladie et continuait de guérir ceux qu'il croisait. L'été revint, baignant le Texas de longues soirées dorées et de parfums de chèvrefeuille. La nouvelle maison de Jake se dressait enfin superbe. Des pièces spacieuses, des comptoirs adaptés, une grande terrasse couverte qui enveloppait deux côtés du bâtiment. À l'intérieur, on avait prévu une salle de consultation vétérinaire, un espace de bureau et un atelier pour les formations. À l'extérieur, 5 hectares partiellement clôturés permettraient aux chiens en réinsertion de se dégourdir tout en restant en sécurité. L'affaire judiciaire avec les Whitfield se conclut de manière plus surprenante encore. Après la découverte des fraudes, faux documents, microchips bidons, le procureur du district engagea des poursuites. Les Whitfield furent condamnés à des travaux d'intérêt général et durent adresser des excuses officielles à Jake. On découvrit qu'ils avaient essayé le même stratagème auprès d'autres propriétaires de chiens. Le retournement fut radical. Ceux qui doutaient de Jake se rangèrent à ses côtés. Certains lui racontèrent leurs propres anecdotes de chiens perdus ou maltraités. Contre toute attente, Jake reçut même une lettre manuscrite de Diana Whitfield, distincte de l'excuse imposée par la justice. « Je savais que mon mari avait tort, mais je n'ai rien fait pour l'arrêter. Nous n'avons jamais eu ce chien. Voir votre lien m'a rappelé ce qu'est le véritable amour pour un animal. J'essaie de retrouver ce courage pour moi-même. » Jake rangea la lettre sans y répondre. Il y voyait un signe que la rédemption prenait des visages multiples et commençait parfois par de petites prises de conscience douloureuses. Quant à Bill Thompson, sa transformation fut encore plus impressionnante. Les séances de rééducation hebdomadaires se muèrent en véritable amitié. Bill, récupérant peu à peu l'usage partiel de ses jambes, insista pour venir aider à poser le panneau portant le nom officiel du domaine, Second Chance Ranch. Le panneau gravé par un artisan local représentait la silhouette stylisée d'un homme en fauteuil roulant et d'un berger allemand à ses côtés. « Jamais je n'aurais cru me retrouver de l'autre côté de ta barrière », plaisanta Bill, son élocution encore un peu difficile en fixant les vis. « La vie nous ramène à l'humilité, hein ? On n'est tous qu'à un battement de cils de la catastrophe », acquiesça Jake. « Et parfois juste à une rencontre près de la rédemption. » L'inauguration de Second Chance Ranch fut programmée pour le jour des anciens combattants, symbole fort de l'engagement envers ceux qui avaient servi sur 2 pattes ou 4. Une cérémonie modeste mais qui attira un monde considérable, des vétérans et leurs familles, des représentants de Second Chance Guardian, la capitaine Fleming du corps vétérinaire militaire et même l'ancien commandant d'unité de Jake, le colonel James Westfield, venu spécialement du Colorado. Le colonel, cheveux poivre et sel mais toujours aussi droit, prit Jake dans ses bras à son arrivée. « Je suis fier de vous, Martin. J'ai toujours su que vous trouveriez un chemin malgré tout ça. » Jake, un instant ému, au point d'en perdre les mots, hocha simplement la tête, Ranger appuyant gentiment sa truffe contre la roue du fauteuil. Maria Cortez dévoila une plaque commémorative dédiée à tous ceux qui servent, bipèdes comme quadrupèdes, puis invita Jake à dire quelques mots. Il avait préparé un discours, mais se résolut à parler avec sincérité. « Lorsque j'ai trouvé Ranger enchaîné à cet arbre, j'ai cru être le héros qui le sauvait. Je ne comprenais pas encore qu'il allait me sauver tout autant, si ce n'est plus. » Il marqua une pause, regardant la foule. Et c'est précisément l'esprit de ce lieu. Nous voulons rappeler que la guérison n'est pas un sens unique. Les vétérans qui viendront ici, à la recherche d'un chien, donneront autant qu'ils recevront. Les animaux qui retrouveront un but auprès de nous fourniront une thérapie, souvent plus efficace que bien des médicaments. Jake désigna les bâtiments flambant neufs et le terrain aménagé. Second Chance Ranch n'est pas qu'un nom. C'est une promesse. Peu importe ce que vous avez vécu, les batailles menées, les blessures visibles ou invisibles, il y a un chemin possible. Parfois, ce chemin surgit là où vous ne l'attendiez pas, sous une forme que vous n'auriez jamais imaginée. Comme pour souligner ces mots, Ranger se mit debout, calme, la posture droite. Quelques murmures admiratifs parcoururent l'assemblée. Jake sourit et passa la main sur la tête de son chien. Ranger m'a appris que les liens les plus forts se forment souvent à travers les failles. C'est ce principe qui guidera toutes nos actions ici. Après la cérémonie, les visiteurs purent explorer l'endroit,
Il y avait un bloc vétérinaire où la docteure Reeves assurerait des consultations chaque semaine, des dortoirs pour accueillir les vétérans en formation longue et un parc d'entraînement équipé pour les chiens de service et la rééducation. Michael Reynolds, toujours muni de sa canne, aborda Jake alors que la foule se dispersait. « J'ai repensé à votre offre. Vous cherchez du personnel pour entraîner les chiens et accompagner les vétérans ?»« Oui, confirma Jake. Vous connaissez déjà les chiens militaires, vous avez l'expérience. » Reynolds inspira. « J'hésitais à m'installer ici. J'avais peur de rester cloué au même endroit. Mais en voyant ce que vous construisez, j'ai envie d'en faire partie. » Jake lui serra la main, ravi. « Bienvenue dans l'équipe. » À la tombée de la nuit, l'essentiel des invités avait quitté les lieux, hormis quelques proches, dont le docteur Peterson. Sur la vaste terrasse, Jake laissa son regard errer vers Ranger et Scoot, le nouveau chien adopté par Bill Thompson, un bâtard avec une oreille abîmée, mais un cœur en or. Les deux chiens jouaient en s'imitant sous le regard bienveillant de Bill. « Auriez-vous imaginé tout ça ?» demanda le docteur Peterson, contemplant la propriété rénovée, le petit groupe réuni. « Quand vous avez commencé vos séances après votre retour ?» Jake secoua la tête. « Je ne me projetais pas au-delà de l'heure suivante, alors. Je me sentais fini depuis l'Afghanistan. Pourtant, il semble que c'était juste la transition vers autre chose. » La psychologue sourit. Les recherches le prouvent. Le lien entre vétéran et animal d'assistance produit des effets considérables sur le stress post-traumatique, la dépression et même la rééducation physique. Votre démarche n'est pas qu'humaine. Elle est soutenue par la science. Jake eut un sourire. Une alliance entre la science et l'âme, en quelque sorte. La nuit tombée, il alluma quelques lanternes, éclairant doucement l'air de dressage. Il s'avança jusqu'au bout de la rampe, siffla Ranger. Le chien accourut aussitôt, suivi de Scoot. « Bon chien », dit-il en leur donnant une friandise. Ranger se plaça spontanément à la droite du fauteuil, cette position qu'ils avaient tant travaillé, prêt à stabiliser Jake. Plus tard, une fois tout le monde parti, Jake s'installa à son ordinateur et actualisa son blog, qui était devenu le site officiel de Second Chance Ranch. Il posta des photos de l'inauguration, annonça la venue de la première promotion de vétérans candidats à l'adoption. Il lut aussi quelques emails, dont l'un lui sauta aux yeux. Une capitaine de Marines lui décrivait un jeune caporal gravement blessé lors d'un exercice. Le garçon refusait toute thérapie, sombrant dans une spirale de désespoir. Pourtant, il avait un passé de dresseur dans l'unité K9. « Peut-être qu'intégrer votre programme pourrait l'aider », écrivait la capitaine. Jake répondit aussitôt « Dites-lui de venir dès que son état le permettra. Nous serons là. Un seul prérequis, croire qu'il existe encore quelque chose derrière la douleur. Nous l'aiderons à le découvrir. » Avant de se coucher, il réalisa son rituel. Vérifier ses médicaments, faire quelques étirements. Il repensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour où il avait trouvé Ranger enchaîné, presque mourant. Les chemins qu'ils avaient parcourus, les épreuves, les échecs. Et ce bond incroyable vers un futur qu'il n'aurait même pas rêvé. Ranger sauta légèrement sur le pied du lit, tournant 3 fois sur lui-même avant de s'allonger. Jake esquissa un sourire en éteignant la lampe. « Demain, c'est un grand jour », souffla-t-il. Premier entretien pour apparier de nouveaux binômes humain-chien. Le chien remua la queue comme pour acquiescer. Dans l'obscurité, Jake distinguait à peine la silhouette altière veillant toujours. Autrefois, une chaîne le maintenait captif dans les bois, laissant une blessure cicatricielle autour de son cou. À présent, cette marque n'était plus qu'une fine trace blanchâtre, parfois visible sous la lumière. Il ne restait que la loyauté, la confiance, une faculté de guérison à couper le souffle. Dehors, la pluie texane commençait à tomber, faisant un léger bruit sur le toit métallique neuf. Jake se laissa bercer par ce son, mêlé à la respiration régulière de Ranger. Demain, ils accueilleraient de nouvelles âmes brisées. Mais ce soir, l'instant présent suffisait. 2 êtres jadis brisés, désormais entiers l'un grâce à l'autre, unis par un lien qui transcendait l'adversité. « Bonne nuit, Ranger », chuchota Jake. « On a fait du bon boulot. Dans les années crépusculaires de la vie, on regarde parfois davantage ce qu'on a perdu. Santé, raison de vivre ou compagnon de route. » Le parcours de Jake et Ranger témoigne d'une réalité plus profonde. Nos blessures peuvent devenir le terreau d'une nouvelle raison d'exister. Comme tant de vétérans ou proches de militaires, Jake a découvert que la guérison ne consiste pas à retrouver l'ancien moi, mais à forger un moi enrichi par l'épreuve. Lorsque tout contact humain semble hors de portée, lorsqu'on se croit trop isolé pour se relever, on sous-estime parfois la force d'une rencontre.
Votre vécu, même dans ses aspects les plus sombres, a de la valeur. Vos cicatrices, qu'elles soient invisibles ou enfouies, racontent une histoire de survie. Elles peuvent devenir un pont vers l'espoir pour vous et pour d'autres. Une deuxième chance n'efface pas le passé, mais le transforme en tremplin vers un sens nouveau. Qu'on affronte la perte d'autonomie, la douleur de la vieillesse ou le chagrin d'avoir survécu à ce qu'on aime, la vie réserve parfois un virage inattendu, une étincelle de renouveau. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits dans le même esprit. Pensez à laisser un like et un commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti et quelle ville vous habitez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.